Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet concret, l'argent. On va parler de combien tu gagnes, combien tu dépenses et aussi combien tu gardes à la fin de chaque mois. On va parler de cette différence entre la France et le Canada, entre parenthèses le Québec. Et comme tous les expatriés, il y a un petit choc quand on arrive ici, il y a beaucoup de choses à apprendre, donc je vais parler de mon expérience à moi. On va commencer avec les salaires. Commençons par le salaire français. En France, la moyenne est de 43 000 euros brut par an, ce qui équivaut à 2730 euros net par mois. Et au Québec, on est dans les alentours de 66 000 dollars canadiens, ce qui fait approximativement 3700 net par mois. Concernant le Canada au général, on est à 68 000 bruts par an, ce qui est au-dessus du Québec. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec n'est pas la région la mieux payée au Canada. Alors quand tu convertis, ça fait des montants à peu près similaires, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne parle pas d'impôts tout de suite, on va en parler plus tard dans cette vidéo, et là, il peut y avoir des différences entre les pays. Pour prendre un exemple concret, on va prendre un responsable de communication. Donc un responsable de communication digitale, en France, va gagner 42 000 à 55 000 euros bruts par an approximativement, ce qui vaut entre fourchette basse de 3 000 jusqu'à 3 500 euros net par mois. Au Canada, c'est du 57 000 à 75 000 dollars canadiens, donc du 3 500 à 4 500 net par mois, dollars canadiens, il faut bien faire la différence. Et enfin, au Québec, et à Montréal notamment, 53 000 à 75 000 dollars canadiens bruts par an, ce qui équivaut à 3 300 ou 4 500 net par mois. Il y a une grosse marge quand même qui peut se faire suivant l'expérience. Donc en gros, sur le papier, tu vois que tu gagnes un petit peu plus au Canada, mais ça va vite se rééquilibrer avec les impôts. Donc d'après les chiffres, on voit qu'on gagne un petit peu plus au Canada, mais moi de mon expérience propre, je sais que c'est très contextuel, parce que travailler en communication dans une agence à Paris, ça fait la différence si tu travailles dans une petite boîte à Marseille ou dans le sud de la France ou peu importe où. Mais moi, ma grosse différence, et la grosse nuance que je trouve, et notamment par mon expérience, c'est que je vois une évolution du salaire qui est beaucoup plus intéressante au Canada qu'en France. Et je sais que la France a beaucoup de qualité, mais en termes de salaire, et ça je l'ai beaucoup remarqué, c'est que je trouve ici qu'on monte plus facilement les échelons. Donc en termes d'opportunités déjà, mais même si tu restes au même titre, dans le même job, dans la même compagnie, et que tu fais la même chose sur 4-5 ans, eh ben, tu vas avoir une augmentation naturelle de ton salaire. Naturelle dans un premier temps parce que s'il y a une inflation de 2%, ton salaire va augmenter de 2%, donc tu ne perds pas là-dessus, disons ça. Mais au-delà de ça, par exemple, tu peux aussi, en plus de ces augmentations de salaire, parce que tu prends l'expérience, parce qu'il y a de l'inflation graduellement, tu peux faire une demande après quelques années si tu as prouvé que ton expérience et que tu es tout simplement bon dans ce que tu fais. De mon expérience, entre le salaire où je suis arrivé et le salaire que j'ai maintenant, il y a une différence de 20 000 dollars canadiens bruts à l'année. Ce qui est incroyable, contrairement en France, où je pense qu'en 3 ans, tu dois mendier pour avoir des augmentations de salaire. Et parfois, moi j'ai connu des boîtes qui n'augmentaient pas le salaire malgré l'inflation, etc., etc. Parlons maintenant des impôts et des taxes. Maintenant qu'on est tous des adultes, on est obligé, même si on n'aime pas les chiffres et les mathématiques, et peu importe, on peut trouver 10 000 excuses de ne pas mettre le nez dans le taxe et les impôts, mais quand on change de pays, c'est très important de se familiariser avec le tout. Au Québec, tu dois faire 2 déclarations d'impôts, une pour le fédéral égale le Canada, une pour le provincial égale le Québec. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec est la région la plus imposée dans le Canada. Génial, on adore. Pour te donner une idée, pour les plus hauts salaires au Québec, ça peut monter jusqu'à 53% du taux combiné. Et c'est comparable à la France où le taux maximal peut atteindre 55%. On va parler de notre petit choc mental ici auquel il faut se familiariser, c'est les taxes. Donc en France, c'est la TVA évidemment, et c'est compris dans le prix que vous voyez quand vous achetez quelque chose, un produit au marché, etc. Et en général, c'est autour de 20%. Ici, au Québec, on a 2 taxes. On a la TPS qui est à 5% et la TVQ qui est à un peu moins de 10%. Donc forcément à peu près 15%. Mais moi, ce qui m'a rendu dingue au début, comme les 3/4 des Français et des expats qui viennent ici, c'est que c'est pas inclus dans le prix quand tu achètes le produit. Du coup, te donne un montant qui est totalement différent de ce que tu imaginais, parce qu'au départ, tu réfléchis pas à ça, t'achètes, tu vois le prix, tu penses que c'est ça, mais en fait, tu payes beaucoup plus. Donc au lieu de payer par exemple 10 $ quelque chose, tu vas le payer 11,50 $. Mais c'est toujours une petite surprise comme ça, même si c'est un peu moins qu'en France. En fait, tout est une question de perception, et pour moi, ça change beaucoup le quotidien, parce qu'il faut être sans arrêt en train d'y penser. T'as été habitué toute ta vie à penser d'une certaine façon et de payer le prix que tu vois, et ben là non. L'immobilier est sûrement le pire sujet qu'on puisse aborder au Canada parce que c'est une dinguerie. En France, donc le prix moyen d'une maison est de 270 000 €. Après, ça dépend évidemment d'où tu viens. Si t'es à Paris, Aix-en-Provence, tu vas payer cher, etc. Si tu vis dans la campagne, c'est différent, ça tout le monde le sait. D'accord. Et au Québec, le prix moyen d'une maison est de 495 000
dollars canadiens, ce qui équivaut 300 000 euros. Mais là encore, ça dépend. À Montréal, la moyenne, c'est 622 000 dollars canadiens. Et donc là, on se rapproche des 400 000 euros. En 5 ans, l'immobilier a augmenté de 67% au Québec. Et ça, c'est que le Québec. Parce que si on veut parler de prix abusés, on va devoir parler de Vancouver et de toute la région là-bas, là, dans l'ouest canadien, où c'est une folie. En 2005, le prix d'une maison à Vancouver était autour de 350 000 dollars canadiens. 2005, c'était il y a longtemps en effet. Mais aujourd'hui, cette même maison vaut 1 200 000 dollars canadiens. Je vous laisse faire les comptes, il y a quelque chose qui va pas, il s'est passé quelque chose, on comprend pas. Et ça, c'est juste une maison individuelle, mais si tu veux une plus grande maison, c'est autour des 2 millions. Et il y a une étude récemment qui a été faite qui montrait que les salaires n'augmentaient pas assez et les prix des maisons augmentaient beaucoup. Donc il y a un gros fossé entre ce que tu gagnes et combien tu dois payer ta maison. Donc tu dois faire des prêts sur des années, c'est incroyable. Tu t'endettes comme jamais. Moi je le ressens et je l'entends parler autour de moi, c'est que dès qu'il y a un débat autour de l'immobilier, les gens sont un petit peu tendus. J'habite dans le centre du Québec, donc les maisons, les immobiliers, tout est un peu moins cher ici, location, achat, etc. Mais dès qu'on se rapproche de Montréal, là du coup il va falloir rajouter beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait ce choix de vivre un petit peu plus en retrait et notamment aussi après le Covid de se séparer un petit peu des grandes villes pour pouvoir profiter un peu plus de nature, mais aussi profiter des prix qui étaient plus bas ailleurs. Mais à titre de comparaison, ce qu'on achète à Montréal pour une maison à peu près classique, eh ben tu vas avoir un studio à Vancouver pour le même prix. Et ça, c'est ridicule. Si on essaye de rester un peu positif concernant le logement, tu peux faire une mise de fonds de 5% sur une maison qui coûte moins de 500 000 dollars au Québec. Donc ça, c'est un point positif. Tandis qu'en France, on te demande 10 à 20%. Maintenant, on va parler du système bancaire et du crédit. Alors, le système bancaire au Canada, c'est un monde à part et je pèse mes mots. Alors en France, quand on ouvre un compte en banque, on a forcément une carte de débit et parfois une carte de crédit si on la demande. Et la banque sait à peu près qui tu es avec ton historique fiscal. Alors qu'ici, tout tourne autour du credit score, comme aux États-Unis. Alors c'est un chiffre qu'on note de 300 à 900 qui permet de mesurer ta fiabilité financière. Forcément, comme tu t'en doutes, quand tu arrives en tant qu'expat ici, tu commences et t'as zéro. Que t'aies 20 ans ou 30 ans, ils s'en foutent. Financièrement, t'existes pas et boum, tu popes comme ça. Et c'est pour ça que c'est important ici, dès que tu fais un crédit ou que tu as un abonnement, de savoir le payer à temps. Parce que si par exemple, t'as pas assez d'argent sur ton compte, on va t'appeler directement, on va te dire « Oh, il y a eu un petit problème de notre côté et tout. Si vous payez pas cette fois, ça va, mais si vous payez pas la seconde fois, ça va affecter votre credit score. » Donc il faut faire très attention, il faut manager son argent avec aisance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, au Canada, tu vas avoir une carte de débit et une carte de crédit séparément. Et tu vas comprendre que ta carte de débit, ton salaire va dessus. Ta carte de crédit, tu peux au fur et à mesure des années avoir des plafonds différents et c'est comme un crédit que tu fais n'importe quelle banque et en fait tu l'as toujours sur toi, c'est ta banque à toi qui te donne tiens fais-toi plaisir avec ces 2000 de crédit, achète-toi ce que tu veux, tant que tu les rembourses il n'y a pas de souci, ça va monter ton crédit score. Mais ça peut être très piégeux ça parce que d'un coup tu te rends compte j'ai mon argent là et j'ai encore une base de 2000, 5000, 15 000 peu importe, au fur et à mesure ça va augmenter et je peux faire ce que je veux avec cet argent. Et forcément les gens ils abusent un peu des fois et ils ont plusieurs cartes de crédit dans plusieurs banques et ils se créent un crédit score qui est mauvais parce qu'ils n'arrivent pas à donner l'argent à temps. Donc il faut faire très attention avec cet argent qu'on nous donne, on a l'impression qu'on est le roi de la terre, mais en fait c'est de l'argent qu'on doit rembourser quoi qu'il arrive. Et donc sur cette carte de crédit de 1000 dollars par exemple qu'on vous donne, tu n'as pas le droit forcément de dépasser 1000 parce que ça marchera pas dans un premier temps. Et dans ce second temps, tu rembourses ces 1000 dollars comme tu veux. C'est-à-dire que tu peux ne pas l'utiliser, la laisser à zéro, comme tu peux utiliser 999 et la rembourser au dernier moment. Mais on nous conseille, pour le crédit score, d'après ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est une vérité absolue, mais de ne pas dépasser 30% du montant total qu'on vous offre. Donc par exemple, de ne pas dépasser 333 dollars si on t'offre 1000 dollars. Mais ce que je conseille à tout le monde, c'est qu'en chaque fin de mois, si vous utilisez votre carte de crédit, ce qui est forcément très utile parce qu'on fait les achats en ligne, on fait les achats à l'étranger avec cette carte, donc vous allez l'utiliser quoi qu'il arrive, mais c'est forcément de la rembourser une fois par mois à temps. Mais c'est quelque chose qui va rentrer dans vos habitudes au fur et à mesure du temps. Maintenant on va parler des pourboires. Il faut avouer que les Français, nous, on n'a pas cette culture du pourboire, même moi je l'avoue, je donne rarement du pourboire alors que des fois, il y a des gens qui font des services exceptionnels, mais ici c'est totalement différent. Disons qu'en France, quand tu payes un service, tu le payes directement dans le prix. Ici, techniquement, le pourboire, il n'est pas obligatoire, mais il est très conseillé, très recommandé si tu veux pas être mal vu. Et c'est là où on va rentrer dans certains abus aussi. Au restaurant, par exemple, le minimum, c'est 15%. Que ce soit chez le coiffeur, au bar, peu importe le service, et 3/4 du temps, on va te demander un tips.
Moi, je paye le tips quand je sais qu'il y a un super service derrière. Et c'est peut-être de mon côté français qui fait ça, mais c'est vrai que des fois, ils abusent de laisser des pourboires tout le temps. Il y a même un ras-le-bol en ce moment, j'ai vu des reportages au Canada, au Québec, qui fait que les gens même disent entre eux, là c'est abusé, je vais pas payer 20% de mon montant en plus, sachant que le service il était quasiment inexistant. Mais d'après ce que j'ai compris aussi, c'est que les salaires sur ce genre de service sont un petit peu plus bas et les gens dépendent aussi forcément plus des tips. Donc on peut comprendre qu'on paye un petit peu le service et leur salaire en même temps. Mais des fois, c'est là où je remets un peu les choses en question, c'est que pourquoi je devrais payer un service où il est quasiment inexistant. Par exemple, la personne me donne une baguette de pain, que je vais payer, je vais la payer cette baguette de pain. Mais le service de 10-15% parce que tu m'as juste tendu une baguette, ça j'y crois moyen. Alors combien d'argent ramener au Canada ? Alors moi je conseille un montant entre 7 000 et 10 000 dollars canadiens parce qu'en fait ce qu'on se rend pas compte c'est que même si vous allez commencer rapidement à travailler, il y a énormément de frais fantômes à gauche, à droite qui vont tomber. Que ce soit pour aménager votre mobilier, que ce soit pour prendre une voiture rapidement, que ce soit pour payer les frais de banque, que ce soit pour ci, pour ça, à gauche, à droite, il y a plein de choses que vous allez payer et vous allez voir que ça va vite fondre. Donc forcément, il y a le côté plaisir également. Et cet argent-là, vous allez vous payer pour créer votre stabilité forcément, parce qu'après, vous allez avoir un salaire, etc. Donc vous allez vous stabiliser, mais vous voulez aussi prendre du plaisir. Vous arrivez en tant qu'expatrié. Et ça, le plaisir, c'est très important, parce que vous allez vouloir visiter à gauche, à droite, prendre un Airbnb à Vancouver, à Montréal, pendant un week-end, etc., une semaine, etc. Donc du coup, ce 7 000, 10 000 dollars, ça vous permet d'être dans un mini-confort. Et encore, je peux dire un mini-confort, parce que vous allez voir que ça va vite fondre tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous habitez dans une grande ville ou pas, je vous conseille forcément, et vous allez le voir par vous-même, que vous allez vouloir acheter une voiture. Acheter une voiture, c'est la liberté, et vous allez pouvoir visiter là où vous voulez. Donc c'est très important, et dites-vous que même si vous habitez dans un endroit, Montréal, où il y a un métro, etc., moi je vous conseille d'avoir une voiture, parce que après ça dépend, et si vous avez une place de parking, et ça comprend plein de choses, etc. Mais prendre la voiture et aller à Mont-Tremblant, aller dans les montagnes, aller visiter à gauche, à droite, c'est très important, et je vous le conseille. Moi, j'en ai eu besoin dès le début. Petite parenthèse sur les amendes. Alors si tu as l'habitude en France de dépasser un petit peu la moyenne quand tu roules sur l'autoroute, de prendre des amendes à gauche, à droite, sans que ce soit abusif et que tu payes des 70 € par-ci, etc., sache que tout va se terminer ici au Canada parce que tu vas payer ta race. Alors si vous êtes mal stationné à Montréal, vous allez payer autour de 100 $. Mais au-delà de ça, même si c'est cher, je trouve, ce qui m'avait surpris, c'est que le premier mois où je suis arrivé, écoutez, j'avais la tête un petit peu en l'air, j'étais à un feu rouge. Je regarde TikTok du coin de l'œil, les yeux rivés entre le feu rouge et le TikTok, je swipe un petit peu comme ça. Un mec caché dans les buissons qui sort, qui tape à ma porte, un mec en vélo, il me dit mettez-vous sur le côté, etc. Et la police m'arrête, du coup je me suis dit bon, je pouvais pas nier les faits, il m'a vu sur mon téléphone, je me suis dit que j'allais prendre une petite amende. Et sachez qu'en tant que nouveau arrivant ici, j'ai dû payer 400 $ d'amende. Et j'ai dû repasser le code de la route au Québec. Parce que comme je suis un nouvel arrivant, ils disent que je suis un jeune conducteur. Aucun rapport. Parce qu'ils ne regardent pas mon permis français. Ils ne voient pas que j'ai un permis depuis que j'ai 18 ans. Et du coup, ils te disent il faut que tu repasses le code si tu veux pouvoir rouler. Mais moi, le code, il est totalement différent. Et donc du coup, un petit peu plus tard, j'ai dû repasser le code de la route. Et je l'ai eu d'un poil de cul parce que c'était n'importe quoi. Et moi, j'étais pas habitué à tous les trucs et tout. Mais c'était un stress abominable. Plus les 400 $ que j'ai dû payer, évidemment. Donc imaginons aussi le pire des cas. Vous roulez à 140 km/h sur une route de 90 km/h. Devinez combien vous allez payer. 700 $. Alors oui, dans un premier temps, t'es un gros fils de pute, tu roules aussi vite sur une route à 90 km/h. Mais pour vous montrer que c'est très graduel, plus vous abusez, plus vous allez payer cher, et 700 $ c'est énorme. Et en plus de ça, vous allez avoir un permis qui est suspendu immédiatement pendant 7 jours. Tout ça pour dire qu'en France, on a beaucoup de tolérance, et on parle souvent et on tape souvent sur la police, sur la loi, mais je trouve qu'il y a une très grande tolérance quand tu perds ça au Canada. Moi par exemple, depuis que j'ai appris ma leçon, je suis comme un enfant qui apprend à conduire sur la route, je suis comme ça. Alors voilà, on a fait le tour des gros sujets, les taxes, les impôts, l'immobilier, le salaire, les opportunités, les amendes, etc. Et je sais qu'on pourra largement faire une partie 2. Alors moi, ce que je retiens, c'est que la France, c'est pas plus cher que le Canada, mais c'est juste que c'est différent. Ce que tu gagnes quelque part, tu le perds dans un autre. Et ça, c'est même plus philosophiquement global quand tu compares un pays à un autre. Le système de santé, la nature, le truc, les opportunités de travail. En fait, il y a toujours des pour et des contre, peu importe le sujet. Mais s'il y a bien une chose que moi j'ai retenue, c'est la progression, si tu es carriériste. On va dire que tu auras toujours plus d'opportunités
Et même si tu restes dans la même boîte, et ben même là, normalement, tu es censé monter les échelons, qu'ils soient salariales ou en termes de poste, plus rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. On va faire ça plus souvent quand on aura des sujets plus sérieux. Et on se retrouve la semaine prochaine où je vais faire une petite visite de Vegas. Sur ce, hasta luego.